Bonjour mes chers petits. Alors cette vidéo s'adresse au M1 économie du droit. Donc c'est la suite du cours de finance. Alors j'avais donc pour aujourd'hui quelques remarques générales sur l'exercice du plan de financement que nous avons fait ensemble la semaine dernière. Alors j'ai trois séries de remarques. Donc la première, ce sera d'abord de garder à l'esprit que tous les chiffres sont des prévisions dans cet exercice. Et donc, par exemple, hein, les taux de croissance qui sont associés au taux de finance, enfin, au chiffre d'affaires, n'ont rien d'une certitude. Hein. Donc, on doit garder à l'esprit que tout ce que vous avez vu en matière d'investissement en incertitude s'applique, hein, sur ces chiffres-là. C'est-à-dire que ici, on a un schéma qui est très simple, c'est un exercice scolaire, et on pourrait avoir des scénarios pour complexifier un peu la chose, du moins la rendre plus réelle, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait très bien avoir un scénario sur le niveau d'activité, on a un niveau d'activité haut, un niveau d'activité moyen, un niveau d'activité faible, ou un niveau d'activité coronavirus, vous voyez. Hein, donc, comme c'est des prévisions, ça c'est mon deuxième sous-point, le plan de financement sert à vérifier la chose suivante, c'est que en fait, l'écart qui avait été entre ce qui avait été prévu et ce qui avait été réalisé, c'est un moyen d'utiliser cet outil. Donc c'est un outil de gestion qui permet de se situer pour savoir où on en est. Hein, si jamais les prévisions enfin si les prévisions vont différer beaucoup trop par rapport à la réalité, il peut être utile, de mettre en œuvre une option d'expansion s'il y a plus d'activité, une option de diminution si jamais l'activité n'est pas aussi forte qu'on prévoit, d'arrêt si vraiment il n'y a vraiment pas d'activité, ou de report si jamais on se rend compte que c'est pas le moment d'arriver sur le marché. Hein, donc il y a plusieurs options qu'on peut tout à fait mettre en œuvre. En règle générale, hein, à quoi ça sert un plan de financement? C'est un exercice de cohérence intellectuelle, hein. Ça permet de vérifier si l'entreprise elle a les moyens de ses ambitions. Hein. Donc les points délicats qui sont les plus délicats à définir dans la prévision sont d'abord tout ce qui concerne les prévisions du niveau d'activité, et deuxièmement, c'est le retour d'investissement. Parce que imaginez, vous dites, ouais, ça a super bien marché sur tel type de voiture, je sais pas, les SUV, vous sortez un SUV et personne ne veut acheter votre SUV, ils vont tous chez le concurrent. Donc il y a les deux choses, hein. On peut avoir une erreur sur le niveau d'activité global, on vend des voitures, on vend des SUV, et deuxièmement, vos SUV, est-ce qu'ils vont être vendus ou pas, ça c'est les deux niveaux, donc vos investissements, est-ce qu'ils vont avoir un retour. Là, c'est ce qui est le plus difficile à prévoir. Alors ensuite, il y a la question du plan de financement avec la politique financière. Alors ça, c'est des choses importantes. Et donc, en fait, les deux points qu'on va aborder ici, c'est que le plan de financement, bon, bah, on l'a vu dans l'exercice, fait apparaître généralement un besoin de financement, alors, sauf si vous avez une compagnie un peu particulière, comme une compagnie d'assurance ou un administrateur de biens, des gens qui encaissent d'abord et qui payent ensuite, donc dans ce cas-là, c'est plus un problème de placement de la trésorerie, mais en règle générale, c'est plutôt des difficultés de trésorerie que vous avez, ou des nécessités de financer la trésorerie qui apparaissent. Et donc, il y a deux moyens de financer ce besoin de financement. Il y a donc le recours à la dette, hein, à l'emprunt, et le deuxième recours, c'est le recours aux fonds propres. Alors la dette, c'est tout ce qu'on a vu en cours, hein, ça permet de résumer ce qu'on a dit précédemment. Donc c'est de trouver un ou plusieurs créanciers qui vont financer l'entreprise. Alors ça peut être un emprunt obligataire, hein, ça peut être un emprunt bancaire, ou encore un emprunt participatif avec un recours au crowdfunding, au financement participatif, puisque c'est aussi la mode. Donc on peut choisir aussi le type d'emprunt qu'on veut avoir, hein, donc, et ses modalités de remboursement. Hein, in fine, classique, une obligation à zéro coupon, etc. Avec un décalage d'abord, et puis ensuite on ne paye que les intérêts, on ne paye rien du tout, enfin plein de façons différentes. Et tout ceci, vous l'avez dans la partie gestion du risque de taux d'intérêt qu'on a déjà vu tous ensemble. Et il y a une règle habituelle, hein, qu'il faut respecter, hein, je rappelle, c'est que c'est un tiers de fonds propres et deux tiers de financement bancaire. La banque, ou même l'organisme ou la plateforme de financement n'ira jamais au-delà de deux tiers de financement pour une raison simple, ce sont les incitations. En fait, si vous prenez des risques avec l'argent des autres, bah, vous avez une caractéristique habituelle qui est comment dire, bah, c'est
n'y a pas de responsabilisation de celui qui va prendre des risques. C'est-à-dire qu'en fait, quand c'est l'argent des autres, ben, il va dépenser beaucoup plus, il ne va pas faire attention à ses coûts, parce que c'est le risque qui va être pris par quelqu'un. Enfin, le risque va être supporté par quelqu'un d'autre, et donc il va prendre des coûts qui vont être beaucoup plus importants, il va prendre des risques qui ne correspondront pas à une bonne situation. Donc, en règle générale, les créanciers, en matière de financement par emprunt, ne dépassent jamais 2 tiers du financement par emprunt et exigent un minimum d'1 tiers du financement par fonds propres pour responsabiliser l'entreprise ou l'entrepreneur. D'ailleurs, ça s'explique bien parce que aussi, ça serait une très très mauvaise répartition des risques pour la banque, parce que la banque, si elle finance un projet à 100%, elle se retrouve à supporter le risque à 100%, parce que si le projet échoue, elle retrouvera un passé fonds. Et alors que si le projet réussit, elle ne touchera que les intérêts liés au financement par emprunt. Alors que celui qui va emprunter va toucher des bénéfices, enfin des profits qui seront liés au profit entrepreneurial. Et donc là, la répartition entre le financement et le risque n'est pas du tout optimale. Donc c'est pour ça qu'on a cette règle-là qui est généralement, cet ordre de grandeur qui existe. La deuxième façon de se financer, c'est les fonds propres. Alors il y a donc la première façon habituelle, c'est de ne pas, c'est de mettre en réserve les bénéfices, c'est donc ce qu'on appelle l'autofinancement, donc ça c'est l'entreprise épargne régulièrement sur les années précédentes, donc avec ces bénéfices non distribués, ça va lui servir pour investir dans les périodes suivantes. Et puis quand ça ne suffit pas, il faut faire appel à faire une augmentation de capital. Et donc là, l'augmentation de capital pose plusieurs questions. D'abord, est-ce que la première question, va être la dilution du pouvoir et des dividendes sur les actionnaires anciens et précédents. Parce qu'en fait, quand vous augmentez le capital, vous invitez d'autres propriétaires à venir dans l'entreprise, quelque part. Et donc, ça veut dire que le pouvoir va se diluer parmi ces nouveaux propriétaires si on fait affaire à la publique à l'épargne. C'est pareil pour les dividendes. Avant, quand vous preniez des dividendes sur l'entreprise, ils étaient distribués par un petit nombre d'actionnaires. Si on ajoute des actionnaires parce qu'on a augmenté la quantité, on a augmenté le capital et donc la quantité de propriétaires, eh bien, on a une dilution des dividendes parmi ces nouveaux propriétaires. Donc ensuite, il y a une autre question, c'est la capacité des anciens actionnaires à suivre l'augmentation de capital. S'ils n'ont pas de capacité, ils n'ont pas d'argent à mettre sur la table pour suivre l'augmentation de capital, ils vont se retrouver dilués en pouvoir et en termes de dividendes. Donc ils vont aussi récupérer une partie de cette dilution par ce qu'on appelle une prime d'émission, c'est-à-dire qu'ils avaient un droit préférentiel de souscription qu'ils peuvent revendre à de nouveaux actionnaires. C'est en fait le droit qu'on leur donnait de généralement souscrire en premier à l'augmentation de capital. S'ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas souscrire, ils peuvent le revendre pour le donner à quelqu'un d'autre, et c'est que ce petit montant, ça les indemnise. Et enfin, cette augmentation de capital pose toujours un problème de conflit ou de cohérence, c'est-à-dire que les actionnaires ne sont pas forcément d'accord entre eux, etc. Si vous pensez à une famille, comme on en a un peu évoqué en cours autrefois, il y a des gens qui peuvent suivre, pas suivre, qui veulent quelque chose de l'entreprise, qui ne sont pas d'accord sur la politique, etc. Donc ça peut avoir des différentes visions. Et aussi, donc c'est ce problème-là, c'est-à-dire que est-ce que l'augmentation de capital est cohérente avec l'actionnariat, c'est pas toujours une question qui est facile à répondre, notamment avec des gens qui ont des divergences de vue et des divergences d'intérêts dans le fonctionnement de l'entreprise. Je vous remercie, et puis on va se revoir très très bientôt pour la suite, notamment sur le contrôle, l'effet de clientèle, etc., puisqu'on n'a pas encore de choses à se dire par Internet, en confinement, etc. À bientôt!